Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années au ministère de la Défense français sur différents domaines. À quel poste ? Tout sauf de l'administration, c'est-à-dire affaires stratégiques, exportation d'armement, renseignement, et d'une manière générale, réflexion sur l'organisation du ministère. Poste que j'ai quitté au début des années 2000 pour diriger une société d'intelligence économique pendant environ 8 ans. Maintenant, ça va, je suis retraité heureux parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire en fait écrire. Je suis libéré de la parole, si vous voulez. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu discuter un petit peu de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à l'heure actuelle ? Au vu de l'actualité, les câbles Wikileaks, qu'est-ce que vous en pensez ? L'Arabie Saoudite est un pays absolument magnifique. C'est une espèce de Disneyland de l'islam, c'est-à-dire que tout est faux. C'est-à-dire vous avez des gens qui croient qu'ils pratiquent une religion et qui ne la pratiquent pas. Ils arrivent à tout interdire, c'est-à-dire il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien du tout, puisque tout ça évidemment détourne de la religion. Mais paradoxalement, quand les Saoudiens sont à l'étranger, tout à coup ils deviennent de véritables voyous, ils se payent des prostituées, ils boivent de l'alcool, etc. Puis ensuite, quand ils rentrent au pays, il faut qu'ils font de gros dons à des organisations humanitaires qui vont en général financer Daesh. Voilà, donc c'est un pays assez étonnant dans sa structure sociale. Et cette stratégie est planétaire. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que ça vient évidemment ici. On a eu pas mal d'imams saoudiens qui nous ont été fournis en même temps que la construction de mosquées. Et donc, par contre, ce qu'on n'a pas eu raison de regarder, c'est ce qui se passait ailleurs, en Afrique subsaharienne, où on a vu par exemple au Mali qu'il y avait des salafistes. On a été surpris qu'il y en ait, on en a vu en RCA, on en voit au Niger, au Nigeria, etc., etc. Et donc cette stratégie était planétaire, mais on ne l'a pas surveillée parce que notre réseau diplomatique n'a pas vocation à surveiller les évolutions des cultes musulmans dans les pays où il est installé. Que faisait la DGSE ? Mais la DGSE ne s'occupait pas de ça, c'est-à-dire qu'on était, à partir de 1979, la donne stratégique est complètement transformée et surtout l'Arabie Saoudite devient un allié essentiel pour deux raisons. D'abord parce que début 1979, il y a la révolution iranienne. La révolution iranienne, c'est une révolution démocratique, ça personne ne doute si vous voulez. Ensuite, on pense qu'on veut du régime, mais en tout cas, les gens étaient dans la rue. Et les Saoudiens sont tétanisés à l'idée qu'il puisse y avoir un régime politique chiite, non arabe, qui s'installe à leur porte et qui puisse prétendre prendre le leadership sur la communauté musulmane. Donc ça, c'est un choc terrible, mais ils ont une opportunité formidable qui est fait qu'à fin 1979, même année, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. Et donc, à ce moment-là, ils vont prendre la tête du djihad, c'est à ce moment-là que ressort le terme, pour aller combattre les mécréants, c'est-à-dire les Soviétiques, qui pour eux sont dans la même catégorie que les Occidentaux. Simplement, effectivement, il y en a qui sont les bons, il y en a qui sont les méchants, mais tous sont des mécréants. Et donc, il va y avoir le soutien aux Afghans résistants à l'Union soviétique, et une grande participation de beaucoup de Saoudiens d'ailleurs à cette guerre. On pense qu'à peu près 70% des combattants étrangers à l'époque viennent d'Arabie Saoudite.